Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invité est acteur, réalisateur, scénariste et sociétaire de la Comédie Française. Vous l'avez peut-être déjà vu ou entendu jouer le maître de philosophie dans Le Bourgeois Gentilhomme, le narrateur de La Recherche du Temps Perdu, lui-même dans Guillaume et les garçons à table ou Argan, le malade imaginaire. Depuis 2019 et en ce moment même, il interprète ce rôle mythique du répertoire français. Toujours aussi drôle, mais aussi mélancolique, toujours aussi juste et encore plus actuel avec nos années d'épidémie. Mais qu'est-ce qui fait que le malade imaginaire, pièce créée en 1673, il y a donc 350 ans tout pile, reste encore si jeune? Bonjour Guillaume Gallienne. Bonjour Géraldine. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci de m'accueillir. Et merci d'être ici au lendemain d'une représentation à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Et je me suis demandé en vous regardant jouer, Guillaume Gallienne, quand est-ce que vous avez lu pour la toute première fois Le Malade imaginaire de Molière? Est-ce que vous en avez le souvenir? Pas du tout. Je m'en souviens pas du tout. Je passe à ma deuxième question. Non, je me souviens de la première fois que j'ai vu cette mise en scène à la création en 2001. Mis en scène donc par Claude Stratz, feu Claude Stratz. Ça, je m'en souviens très bien. Mais je me souviens pas de quand j'ai lu la pièce. Et quand vous l'avez vu mise en scène pour la première fois, dans cette mise en scène de Claude Stratz, que vous reprenez en ce moment même, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'était très sombre. C'était vraiment très sombre. Un peu plus que maintenant. J'ai l'impression qu'on a quand même... c'est un peu plus drôle aujourd'hui que ça ne l'était. Les années, le fait que ça a été repris entre-temps par Gérard Giroudon, enfin voilà, le spectacle a un peu bougé quand même. Et le fait que Claude ne soit plus là pour nous diriger, c'est Éric Ruff qui a repris la direction d'acteur en tant que témoin, parce que lui jouait Cléante. Et je me souviens, oui, de quelque chose d'assez sombre, quelque chose qui m'évoquait un peu les mises en scène de Strehler. C'est qui? Moi, je ne le connais pas. Giorgio Strehler? Non. Ça a été un immense metteur en scène du XXe siècle, qui a été un grand metteur en scène d'opéra et de théâtre, qui avait fait la trilogie de la villégiature à la Comédie Française il y a très longtemps, et avec le Piccolo, et qui a fait des mises en scène mémorables, d'une grande délicatesse, d'un grand raffinement. Et je trouve que cette mise en scène est très raffinée. Mais assez sombre aussi, c'est ça que vous disiez. Oui, elle est sombre, et en même temps, elle est d'une grande... Moi, je trouve ça très juste... comment il aborde cette histoire et le rôle, et surtout à quel point l'hypocondrie de ce personnage fait qu'il a muré les fenêtres, il a tout muré, il s'est mis au centre du salon avec sa chaise percée. Son trône dans tous les sens du terme, et le fait qu'il impose son ventre. Il impose son ventre à tout le monde. Il impose ses excréments. Il impose ses fesses, tout à tout j'allais le monde. dire oui, aussi. Oui. Ah oui, il impose. Mais c'est tellement juste par rapport à l'hypocondrie. C'est exactement ça. Donc. Mais Argan, quand vous l'aviez vu jouer pour la première fois, pour un comédien, ou à l'époque, en fait, vous étiez en train d'apprendre. Non, j'étais pas en train d'apprendre. J'étais déjà au français, mais. J'étais pas en train d'apprendre. J'avais trouvé Alain Pralon extrêmement attendrissant dans le rôle. Je l'avais trouvé très, très attendrissant. Mais vous étiez dit, c'est un rôle que j'aimerais jouer vraiment. Pas du tout. J'ai jamais eu ça, moi. J'ai jamais eu. Il n'y a jamais de rôle, voilà, comme ça où vous vous êtes dit, ça, je le veux, ou ce serait une forme de Graal, ou Cyrano de Bergerac. Oui, non, jouer Phèdre et mourir, ça n'a jamais été mon truc, moi, du tout. Non, pas du tout. Non, je me suis dit un jour, je pense qu'un jour, je jouerai Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Et le jour où Éric Ruff m'a appelé en me disant « Est-ce qu'on peut se prendre un café ?» et qu'il m'a proposé de reprendre le rôle d'Argan dans cette mise en scène, le jour même, j'apprenais que Christian Eck faisait Le Bourgeois Gentilhomme. Donc j'ai trouvé ça amusant. La vie est pas du tout là où on l'attend. Mais tant mieux, c'est des belles surprises. Moi, je suis ravi de jouer ce rôle. Il se trouve que j'ai découvert la pathologie... enfin, non, je la connaissais, mais... L'hypocondrie ? Oui, mais j'ai découvert à quel point Molière la connaissait
tellement bien, la décrivait tellement justement. C'est impressionnant. On va revenir sur tous ces thèmes, Guillaume Gallienne, qui sont ce qui faisait que je disais que cette pièce était si jeune. Oui. C'est-à-dire le rapport à la médecin. médecine, Oui, au savoir. On a eu les antivax. C'est exactement ça. La discussion entre Bérald et lui est incroyable. Donc le frère d'Argan, oui. sur la médecine comme un faux savoir, comme une croyance qui joue sur la crédulité des patients. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, en 2001, vous étiez en train d'apprendre. Vous m'avez dit non, je n'étais plus en train d'apprendre. Ça veut dire que quand vous appréhendez un nouveau rôle ou quand vous changez dans une distribution, vous dites pas que vous avez un rôle à apprendre? Non, c'est une aventure. Apprendre, ça fait un peu scolaire. Oui, il y a le côté apprendre par cœur en plus. Oui, là, c'est plus, c'est plonger. C'est plonger, c'est aller vraiment chercher dans les recoins, dans l'imaginaire, dans ce qu'on connaît, c'est rajouter des couches et des strates et aller plonger. C'est très viscéral. Et puis l'imaginaire va aller combler comme ça des choses. Voilà, moi j'ai un frère qui est mort d'addiction aux médicaments, donc qui était vraiment hypocondriaque. Donc je connais. Et d'ailleurs, il n'était pas mort quand j'ai repris le rôle en 2019, et je passais mon temps en répétition à dire mais c'est mon frère, c'est exactement ça. C'est tellement exactement ça. J'hallucinais que Molière connaisse aussi bien. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il avait un proche qui était hypocondriaque. Ou lui-même? Alors lui, d'après Forestier, non. Non, il l'était pas. Il était, évidemment, au moment où il a écrit Le Malade, il était plus qu'inquiet pour sa santé. Il se savait gravement malade. Et d'ailleurs, c'est sa dernière pièce. Et en plus, malade du poumon. Donc il a un humour extraordinaire vis-à-vis de lui-même. Il fait dire que par le faux médecin que c'est du poumon. Donc il donne raison au faux médecin qui invente. Tout comme il se fait dire à lui-même crève. Ça, c'est un moment exceptionnel de la scène. Oui, c'est extraordinaire. Où il se cite, on pourrait voir ça comme de la pédanterie. Et pas du tout. Non. Pas du tout. Non, mais c'est un génie. C'est un génie, Molière, mais vraiment. Il est intemporel parce que, en plus, il prend la cellule familiale qui est normalement intemporelle, on l'espère, mais il prend cette cellule domestique, familiale, qu'on connaît tous, on s'y reconnaît tous, et il va prendre l'archétype même de l'angoisse qui est la peur de la mort. Et là, on l'a tous eu, plus ou moins. Aussi. Bah oui. On va tout de suite écouter un extrait justement de cette scène du poumon. C'est l'acte 3, scène 10. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps comme un voile devant les yeux. Justement, le poumon. Et parfois des douleurs de tête. Le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Et il me prend parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois j'ai des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez avoir un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas? Vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Alors, je préfère tout de suite le dire, c'est une captation particulière parce que c'est une captation, Guillaume Gallienne, qui s'est fait sans public. C'était en 2020 au Théâtre Marigny, alors que cette scène est extrêmement drôle. Normalement, j'étais étonnée en l'écoutant, je me disais, il y a des rires à chaque fois qu'on entend que Toinette dit le poumon. Et là, rien. Je me disais, un problème de son, mais non, vous m'avez expliqué, c'est que c'est une captation sans public. Et oui, c'était malheureusement le Covid a fait que voilà, on n'a pas pu jouer en public. Mais la captation était déjà prévue et voilà, on l'a gardée telle quelle et donc il n'y a pas ces rires. Ouais. Ce qui manque en fait, parce que c'est une pièce.
vous l'avez dit, la mise en scène de Claude Strauss extrêmement a insisté plutôt sur la dimension sombre et mélancolique, c'est-à-dire que Argan, on a de l'empathie pour ce personnage. On a aussi envie de lui faire des gros câlins, hein. Il est habillé comme un gros bébé. Oui, il a une espèce de grosse couche culotte. Mais Oui, d'ailleurs, vous jouez quand même enfin, vous êtes non-stop en couche culotte, Guillaume Gallienne. Oui. Mais il a un côté gros bébé, hein, mais c'est vraiment ça, hein, cela dit. Cette angoisse-là, l'angoisse de la mort, étonnamment, le ramène à quelque chose de... D'ailleurs, le rapport qu'il a avec sa femme, qu'il appelle mon fils... Et il l'appelle maman. Ah bon? Oui. Moi, j'ai entendu maman hier, ou alors j'ai complètement... Non, Mamour. Mamour, Ah mais moi oui, j'ai non, compris il dit maman. Mamour, mais bon, mais ça y ressemble, mais il dit Mamour, non quand même. Mais Mamie ou Mamour. Mais il est très infantilisé par elle et il adore. Et elle le berce. Enfin, Il se met la tête dans ses jupes, contre son ventre. Oui, contre ses seins, il s'endort comme ça. Elle arrive à le calmer. Et parce qu'il est évidemment très paranoïaque, comme souvent les hypocondriaques, parce que c'est terrible. Vous imaginez, vous êtes persuadé d'être gravement malade et vous le dites et on vous dit non, vous ne l'êtes pas. On dit pourquoi est-ce que tu me dis que je suis pas malade alors que je le suis? Tu souhaites ma mort? Enfin, ça rend paranoïaque. Je le comprends. Mais alors justement, sur cette dimension presque crépusculaire, on voit bien aussi que dans votre jeu, Guillaume Gallienne, vous avez aussi presque redoré la dimension comique de ce personnage qui le rend attachant, pas seulement ridicule. C'est-à-dire que Argan, c'est pas le malade imaginaire purement dépressif que tout le monde déteste et ignore. C'est pas non plus un personnage autoritaire insupportable. C'est aussi en fait un personnage dont on a du mal d'ailleurs à déterminer ce qu'il est véritablement. Mais vous venez de dire le mot clé, c'est aussi. Moi, je fais que rajouter des... Alors, parfois, il est facétieux, il est soupolé, mais parce que un archétype n'est intéressant que si ses facettes l'emmènent, le multiplient dans des aspects qu'on reconnaît, Moi, il me fait penser parfois à mon père, parfois il me fait penser à d'autres gens que j'ai connus. Enfin, il y a des couleurs comme ça où je me dis, ah tiens, c'est drôle, ça me fait penser à un tel, ça. Mais c'est une façon de... Pour vous, il n'y a pas une seule lecture d'Argan? Mais de toute façon, Molière, je crois qu'il n'y a pas qu'une seule lecture. Et vous n'avez pas un Argan où vous vous dites... Non, il change tous les soirs. Il change tous les soirs. Hier soir, celui que j'ai vu, par exemple, il était comment? Il était un peu plus dur que d'habitude. Il avait moins d'enfance que d'habitude. Vous l'avez trouvé dur? Il était un peu agressif. Pas dur, il était agressif. Avec Toinette, par exemple. Mais oui, ça fait partie de leur relation. Il était impatient. Mais ça, il est impatient. Hein. Il faut qu'il soit impatient parce qu'il a tellement... Il faut absolument que ce médecin rentre dans la famille. C'est une question de vie ou de mort. Dès le début du spectacle, en fait, il lève la tête et c'est l'angoisse de la mort et il faut... Oh mon Dieu, il faut absolument qu'il y ait un médecin. Et à partir de ce moment-là, il n'en démord plus et c'est vraiment une cavalcade presque. Pour moi, en tout cas. Il faut peut-être que je rappelle le synopsis, enfin l'intrigue pour les auditeurs et auditrices du Malade imaginaire. On a l'impression que c'est une pièce qu'on connaît tous, mais parfois, en fait, elle est lointaine. On se souvient même pas de la première fois qu'on l'a lue, comme vous, Guillaume Gallienne. Il s'agit donc d'Argan, qui est hypocondriaque. C'est lui le malade imaginaire. Il doit marier sa fille, Angélique. Enfin, il décide de la marier avec un médecin. Meilleur moyen pour un hypocondriaque, pense-t-il, de se soigner et de sortir définitivement de la maladie. Mais Angélique veut, elle, se marier avec Cléante et elle va donc être aidée par Toinette, qui est la servante et qui est un personnage pas du tout en plus, c'est-à-dire c'est pas vraiment comment on pourrait dire, un personnage accessoire, un bonus, mais qui a une relation toute particulière avec Argan. Le véritable duo, c'est Argan-Toinette. Ah oui. Elle est merveilleuse, Julie Sicard. Alors c'est drôle parce qu'elle, à la création, faisait Angélique, jouait Angélique. Donc la fille. Donc elle est vraiment témoin de tout. Elle a joué 500 fois. Mais donc... oui, elle a une tendresse pour Argan. Elle essaye de le sauver. Elle essaye de sauver tout le monde. La vraie méchante, c'est Béline. L'épouse. Et oui, qui n'en veut qu'à mon argent. Qui vénale complètement. Et oui, ça arrive.
Et voilà. Oui, Mais c'est drôle parce que Molière la sauve aussi. Parce qu'à la fin, elle dit, mais j'ai donné mes plus belles années pour cet homme qui tout le temps une médecine dans le ventre, crachant, toussant toujours, injurieux. Il raconte aussi sa part de vérité à elle aussi. Il y a une dimension dénonciatrice dans cette pièce quand même qui va avec une part, vous l'avez dit, de sauver les personnages. C'est Chez là-dessus. Molière, toujours. Il les Il n'y a sauve pas de tous. méchant vraiment. On peut être méchant, mais on a des raisons de l'être parfois. Ah oui, Saint-Molière, c'est le génie. Hein. Et c'est ça qui Pour ça. explique, selon vous, que cette pièce soit aussi actuelle, c'est-à-dire que, au-delà de la question de la médecine comme un faux savoir, qui se présente vraiment comme une nouvelle religion avec ses disciples et ses croyants et ses crédules, justement, ce qui fait que Molière est intemporel, c'est que c'est un dramaturge profondément aimant de ses personnages. Il a fait des œuvres aimables. Oui, ils ont tous raison à un moment. Ils sont tous dans leur droit d'être. Mais même des les faux archétypes. médecins. Mais même les faux médecins, regardez quand Bérald dit mais la médecine ça ne sert à rien. Aujourd'hui on dit si pardon, mais la médecine peut sauver des gens quand même. Donc tu es dans ton tort en disant ça. Il n'y a pas 100% raison l'un ou l'autre, non. Les deux ont raison à différents moments de la scène. Eh bien ça c'est génial il rend tout le monde intelligent et bête. Il rend tout le monde agaçant et attachant, irritant. Enfin, c'est très humain, très très humain. Alors, il y a les personnages et il y a aussi le sujet qui est donc l'angoisse de mort, on peut le dire. La mort est au centre de cette pièce. Oui. Vraiment, et l'urgence, les cavalcades, les entrées, les gags, en fait, n'allège pas véritablement en fait l'angoisse de mort, c'est juste qu'elle la met encore plus, le contraste est d'autant plus saisissant. Oui. Guillaume Gallienne. Non, alors oui, et il y a à la fois cette chose assez étonnante dans Le Malade, c'est que l'acte 2 est un acte pour Argan qui est un acte d'écoute. Il agit tout d'un coup, il n'agit plus et il subit. Et il est complètement en écoute de tout. Donc, il y a ce gendre prétendu qu'il tient absolument à marier avec sa fille, mais qui est visiblement quand même totalement Asperger. Avec un père qui est quand même, qui explique en tyrannique. Gros, oui, puis en plus qui quand même a cette tirade exceptionnelle de drôlerie où le père en gros essaye d'expliquer que son fils est con comme un bol, pardon, mais en gros c'est ce qu'il dit. Moi j'entends Molière rire en l'écrivant, parce que ça quand même, l'idée qu'un père puisse dire, écoutez, il est pas fut-fut hein, quand même, mais bon, voilà, il est attachant et c'est quand même... Non, mais le rapport aux enfants est quand même très particulier. Hein. Père-enfant, enfant-père, c'est quand même toujours très particulier chez Molière. Mais cet acte d'écoute est très étonnant aussi. Oui, parce qu'on pense que beau à vivre. Il y a 3 actes et le premier est totalement centré autour d'Argan, de sa maladie. Le dernier est totalement centré autour de la médecine, c'est-à-dire que ça commence par ce dialogue entre Argan et son frère Bérald. Et là, c'est des répliques, mais d'une finesse sur la médecine, comme comme faux savoir, vraiment, mais tellement percutante quand on les lit en 2023 post-Covid. En plus, vous l'avez joué avant et après le Covid, et même pendant le Covid, on l'a entendu. Mais au milieu, ce deuxième acte, c'est un acte consacré aux relations autour d'Argan. En fait, qu'est-ce qui se trame autour de lui ? Voilà, et il subit le tout. Il encaisse, et tout ça en disant mais attendez les enfants, pardon, mais moi je suis en train de crever, donc hâtons-nous quand même. Et non, il faut qu'il règle les choses domestiques. C'est un père de famille. Est-ce que vous pensez que ça a changé quelque chose, cette pièce, le Covid dans la lecture de cette pièce ? La scène avec Bérald, oui, complètement. C'est impressionnant. Mais on a presque envie de dire à Bérald qu'il a tort, en fait, maintenant. Évidemment, on a envie de dire non, pardon, c'est pas que en toi que tu trouves les trucs, pardon, non. Mais d'ailleurs, moi, quand il me dit songez que c'est en vous-même, je fais ah.
Oui, parce que le discours de Béral, c'est de dire la médecine, ce ne sont que en fait des remèdes d'apothicaires Oui, c'est pour fumeux. flatter notre impatience et notre imagination. Mais en fait, c'est pour nous calmer. Mais en fait, c'est que en vous-même. C'est par le repos. Les C'est la remèdes, nature qui fait son œuvre. voilà, les remèdes sont toxiques. Ils risquent de vous enterrer bien plus que vos Mais maladies. c'est paradoxal parce que ça veut dire que Molière a mis la vérité dans la bouche d'Argan, qui lui a une forme de confiance dans le savoir, Mais- qui est d'accord en fait pour croire les médecins, alors que Béral, qui se présente comme son frère du côté de la raison, du côté de la sagesse et pas de l'urgence, est en fait dans le tort mais Molière n'était pas aussi caricatural. que moi. Oui, non, mais je pense pas qu'il voulait donner 100% raison à Béran. Non, 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 non. Lui-même se soignait. D'ailleurs, il avait un médecin qui venait de perdre, qui était mort peu de temps avant sa mort. Non, 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 non. C'est jamais tout blanc, tout noir. Jamais. C'est tout le temps c'est beaucoup plus subtil, c'est plus ambigu chez Molière. Et là, en l'occurrence, on l'entend vraiment. Vous n'avez pas eu peur à certains moments d'une réception pendant le Covid ou très proche post-Covid, même si on n'est pas post-Covid, mais disons après tout ce qui était confinement, d'une réception qui soit de l'ordre de la réaction, c'est-à-dire de dire regardez en fait, les grands auteurs comme Molière ont pu mettre en doute le savoir qu'est la médecine. Non, mais tant mieux. Il faut qu'il y ait des réactions. Il faut que les gens soient bousculés, impressionnés, en se disant mais c'est dingue. Ce qu'on a vécu, ouais. Oui, non. Et puis, moi je trouve ça très important. Le théâtre sert à ça. On est là aussi pour incarner nos monstres qui sont éternels. Et ça peut être le doute, ça peut être la crédulité, ça peut être l'angoisse, mais je trouve ça très important. Heureusement. Avez-vous le sentiment, Roland Bertin, d'avoir été très gâté à la Comédie Française? Gâté, oui, mais je pense aussi y avoir donné beaucoup de moi-même, et c'était mon devoir. Je veux dire, je n'ai rien fait que de normal. C'est un peu une ascèse, c'est un choix, la Comédie Française. Quand on est à la Comédie Française, bien sûr, on abandonne d'une certaine manière un petit peu une carrière à la télévision, au cinéma. On est obligé d'éliminer beaucoup de choses. Mais j'aime bien ces difficultés-là. Et c'est une grande maison où on se rejoint main dans la main, chaque soir sur le plateau. Mais naturellement, il y a des sensibilités différentes. Et puis voilà, ce n'est pas toujours facile, mais c'est peut-être très bien que ça ne soit pas facile. La voix du comédien Roland Bertin, c'était le 30 juin 1987 sur Radio Bleu. Radio Bleu. Oui, Radio Bleu. Je ne connaissais pas. Ah bon? Non? Mais non, Mais bah ouais. si, ça existait. Oui. Roland Bertin, cette archive est importante parce que déjà vous l'avez tout de suite reconnu, ça vous a fait plaisir, j'ai l'impression d'avoir oui, entendu. c'est mon papa de théâtre. Eh oui, c'est mon papa de théâtre. Je suis rentré pour jouer son fils. Eh oui. Roland, c'est la poésie à la fois musclée, démesurée, inattendue. C'est des images magiques qui peut donner comme ça. C'est un homme extraordinaire, je l'aime. Il est toujours inattendu. Vous parlez de poésie musclée en parlant du jeu de Roland Bertin. Vous, votre jeu, vous le définiriez comment? Bon, c'est Guillaume pas à moi de Gallienne le faire. C'est pas à moi de le faire. Mais on vous attend peut-être sur des choses, sur des effets, peut-être sur la manière dont vous travaillez votre voix, sur votre gestuelle, sur la manière dont vous dansez, sur un potentiel comique que vous pourriez avoir. Mais ça, c'est pas à moi de. Moi, je pense pas à ce genre de choses. Du tout. Non. Non, mais c'est vrai. Heureusement, mon Dieu. Mais là, c'est intéressant ce que dit Roland sur. Bon, les temps ont changé, donc il y a moins de. Par rapport à ce qu'il dit de la Comédie Française sur le fait de devoir se priver d'une carrière extérieure audiovisuelle, c'est plus tellement de notre époque aujourd'hui. Ça l'était à la sienne.
Mais ce qui est très intéressant, c'est quand il dit qu'il y a des sensibilités différentes et qu'il faut faire avec. Moi, je trouve que c'est la beauté de l'aventure de la troupe. C'est justement d'apprendre à tolérer, d'apprendre à échanger, à dialoguer. Avec des gens où on n'a pas les mêmes sensibilités. Ça, je trouve ça formidable. C'est une aventure humaine merveilleuse. Comment ça se passe justement l'organisation de la troupe de la Comédie Française, c'est-à-dire entre les différents spectacles, les distributions, les changements de rôle, le fait d'avoir des alternants. Comment vous vous organisez? Quel dialogue vous pouvez avoir? À quel moment vous avez des réunions? Qu'est-ce que vous vous dites? Alors là, il y a beaucoup de questions. Oui. Il y a une organisation qui est celle de la direction, de l'administrateur général qui choisit les textes, les pièces, les metteurs en scène, ils vont faire les distributions. Et puis ensuite, il y a le tout venant. Il y a est-ce que tu peux remplacer un tel parce qu'il a le Covid et qu'il faut jouer tout de suite. Il y a tout ça. Il y a le quotidien. Et puis il y a de temps en temps des réunions pour des grandes choses, pour des thèmes, et puis il y a le comité, il y a les sociétaires qui peuvent faire partie du comité, c'est-à-dire le conseil d'administration. Et là, dont vous faites partie, donc. Moi pas, je l'ai été une fois, mais on peut, tout sociétaire peut être membre du comité, donc du conseil d'administration. Et là, faut gérer faut voter les budgets, il y a beaucoup de choses à faire. Donc très administratif. Et les discussions autour du théâtre, autour des pièces, par exemple, qui vont être montées, qui vont être des programmes, ça c'est choisi vraiment? Ça c'est l'administrateur qui choisit, mais on peut en parler évidemment, qu'on en parle entre nous, qu'on va dire « Oh, tel spectacle, c'était extraordinaire ». Parfois on dit « Mais pourquoi il appelle un tel Ah bon? Ouais. Ah bon? Ça va être bien ça ?» Et puis en fait, ça s'avère très bien. Enfin, après, ça dépend des administrations, évidemment. Ça change complètement la couleur et des propositions des titres, des metteurs en scène et des engagements, bien sûr. Et donc de la troupe, on parlait de différentes sensibilités, c'est-à-dire que c'est complètement préservé, cette idée quand même d'avoir des comédiens qui vont être plutôt de cette sensibilité-là, de cet âge-là. C'est complètement conscientiser ça. De fait, puisqu'il y a plusieurs générations, donc on a là, moi je vois par exemple les comédiennes, les jeunes comédiennes engagées n'ont plus du tout le même jeu que les filles de ma génération, ne serait-ce que dans leur manière dans leur gestuelle, c'est-à-dire que si elles ont une robe à corset Christian Lacroix, elles ne jouent plus la robe. Alors que moi, les comédiennes de mon époque, si je puis dire, quand même, dans leur manière de s'asseoir... Elles jouaient avec cette robe. Oui, elles en jouaient. Elles en jouaient. Et là, je vois les filles qui font quoi? Tu veux que je minaude parce que je suis une fille, c'est ça? Et elles ont raison. Enfin, c'est pas une histoire de raison ou tort, d'ailleurs. C'est juste que c'est une nouvelle couleur d'une féminité qui va pas être réduite à une coquetterie. Ça veut pas dire que les filles de ma génération le réduisaient non plus, mais c'est juste une façon de penser le monde qui évolue, et ça c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait plus jouer, qu'on savait jouer avant? Oui, la tragédie. Enfin, qu'on ne sait plus jouer. Non, c'est faux. Il y a encore il y a des jeunes qui peuvent être des grands tragédiens. C'est juste qu'on ose moins pousser à fond cette tragédie. Alors, grâce à Ivo Vanov, par exemple, Électro-Reste, c'était de la tragédie grecque, donc c'est de l'ordre de l'archaïque. Non, vous parlez de Racine. Oui, là, je pensais à Racine. Racine, ce chant lyrique-là, poussé au maximum. Alors, il y a Éric Genovès, qui est un immense tragédien. On a encore des grands tragédiens, mais chez les jeunes, on sent qu'ils n'ont pas été formés à ça. Et pourquoi? Vous l'expliquez comment, Guillaume Gallienne? Je crois que on part tellement aujourd'hui, l'acteur part tellement de lui aujourd'hui, il part tellement de ce qu'il sent. On a une telle quête d'authenticité, on est obsédé par le vrai, ce que ça peut vouloir dire, que avant d'accéder à ce chant tragique, lyrique là, c'est compliqué. Mais c'est intéressant parce que la tragédie, on pourrait justement le voir comme un chant
d'authenticité de soi, un cri du cœur. Oui, mais pour y arriver avec le vers de Racine, ça demande quand même un travail. En fait, on a peur de tomber dans des Oui. fioritures, d'être trop maniéré, d'être ridicule un peu. J'imagine, je sais pas. C'est peut-être une généralité, hein, ce que je dis. C'est juste ce que je sens. Je n'ai pas vu de grande tragédie racinienne depuis Chéreau, je crois. Et vous aimeriez en Oh, faire? moi, je suis pas un bon tragédien du tout. Et pourquoi? Bah, parce que je l'ai pas. J'ai pas ce. Je n'ai pas ce. Je n'ai pas cette confiance-là. Je m'agite. C'est plus grave la tragédie. Il faut pas s'agiter. C'est beaucoup plus grave que ça. Et ça, vous pensez pas que vous pourriez le travailler Si, ou l'apprendre? avec un ou- très grand metteur en scène, avec un maître, oui. Si, un maître, de toute façon, il peut vous emmener où il veut. Un grand maître, il vous emmène où il veut. Quand vous avez fait par exemple Lucrèce Borgia, Mais là, c'est du mélodrame. Hmm. C'est pas de la tragédie. Ah bah oui, mais là, c'est autre chose. Là, c'est du mélodrame. vous agitiez pas là? Ah si. Ouais, t'es folle, furieuse. Oui, mais c'est pas de l'agitation au sens de Non, mais- rebond d'urgence comme chez Molière. Non, mais c'en était une autre. C'est-à-dire Mm. que non, je pouvais faire ce que je voulais. Dans Lucrèce, je faisais ce que je voulais. Euh, J'étais pas. La langue de Hugo, elle est très lyrique, mais il faut surtout pas s'en emparer. Il faut le laisser à la langue. Il faut surtout pas jouer lyrique. Si on joue lyrique dans Hugo, c'est foutu. Mais alors attendez, expliquez-moi, Guillaume Guérin, comment on fait pour jouer du Victor Hugo sans habiter la langue ou sans C'est la langue est devant. C'était Boutet qui disait ça se joue dru. Hugo, ça se joue dru. Faut être dru. Il se trouve que la langue est lyrique, mais c'est pas à nous de le jouer, de le prendre en charge. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Me montrer comment on joue Dru? Eh bien, par exemple, monsieur, ceci est indigne, ceci est odieux, ceci est infâme, quelqu'un de votre peuple, savez-vous cela, Don Alphonse, vient de mutiler le nom de votre femme gravé. Eh bien, ça, c'est Dru, il faut rentrer, il faut avoir envie de buter la terre entière. Faut pas avoir envie de faire sa tirade. Si vous faites monsieur, ceci est indigne, ceci est odieux, dans le mur, terminé, il n'y a plus personne. Ça devient mauvais. Il faut jouer Dru. Est-ce que le problème de la tragédie, c'est pas tant qu'on ne sait plus la jouer qu'elle n'est plus adaptée à notre époque, en fait? Que, voilà, vous dites, faut pas jouer sa tirade quand on fait du Hugo parce que c'est du mélodrame, faut que la langue soit devant nous. Quand c'est de la langue de tragédie, il faut complètement l'habiter, mais en fait, cette manière de l'habiter, c'est dire, je vais faire ma tirade, je vais dire mon petit discours. Et oui, mais c'est pour ça que moi, il y avait un grand maître qui s'appelait Georges Leroy, que malheureusement je n'ai pas connu, mais il y a son studio au conservatoire. Et j'ai voulu rencontrer tous les acteurs qu'il avait eu comme prof. Et il a été le prof de Gérard Philippe, de Belmondo, de Crémer, de Annie Girardot, de Fabian, de plein de gens, de Marielle. Et un jour, j'ai accepté un Maigret juste pour pouvoir tourner avec Crémer pour le rencontrer. C'est vrai, mais moi aussi, je l'aime beaucoup, je l'adore. Mais je l'adore. Et donc, je lui dis, Bruno, quelle a été la plus grande leçon que vous ayez reçue de Georges Leroy? Un peu surpris de voir le blanc-bec, j'avais 24 ans, même pas, lui parler de Georges Leroy. Mais bon, il a préféré me répondre. Il me dit, c'était en tragédie. Il dit, je déclamais, je sais plus quoi, du Racine, mais je sais plus quoi. Et là, Georges Leroy s'est approché de moi et m'a murmuré à l'oreille « Pense que tu t'adresses à une armée entière qui se trouve derrière toi. » Et il dit « Et là, mon dos a triplé de volume et je n'ai plus déclamé, j'ai dit. » Ça, c'est extraordinaire. Vous pensez parfois à ce conseil-là? Enfin, vous le dites? Évidemment, non, mais surtout des conseils de corps, des conseils d'imagination, des conseils qui font travailler, pas plus vite. Ouais, pas l'injonction à la con où on fait j'ai envie de pleurer, je vais rentrer chez moi. Quel autre conseil comme ça vous gardez encore en tête quand vous commencez à approcher un rôle ou quand vous êtes sur scène et que vous avez un coup de mou ou avant une représentation? Gruber qui m'a dit calme. Et ça, c'est pas un conseil à la con? Ah non, calme. En plus, il m'a rempli du mot. C'était magique. Non, mais calme. Il faut toujours revenir au calme. Si on repart du calme, on peut...
Parfois, moi, c'est le conseil dont j'ai besoin, moi. Donc, imaginez une armée derrière soi. Ouais, qui se trouve derrière soi. Oui, parle. Et à qui on parlerait. Oui, oui. Mais ça, c'est... Calme. Après, moi, c'est... Et puis moi, non, mais j'en ai plein des conseils de pas trop... de travailler l'imprécis, l'improbable, l'imparfait. Ça, c'est-à-dire, par exemple, parce qu'on a aussi, quand on est en troupe, quand on fait des pièces où il y a plusieurs comédiens, on se dit qu'il faut être précis, que c'est millimétré, que vraiment chaque pas, chaque passage doit être... Surtout quand on joue sur le comique. Oui, mais justement pas trop, parce que sinon ça devient technique, ça se vide. Non, il faut réinventer tout le temps. Faut tout le temps réinventer. Ça, c'est la magie du théâtre. On est au présent tout le temps. Il y a des trucs vraiment des choses que vous avez tentées, Guillaume Gallienne, et vraiment ça a raté, mais de manière monumentale. C'est-à-dire que même le texte de Molière, le texte d'Hugo, ne vient pas sauver un jeu qui ne fonctionne pas. Ah ben un jour dans Lucrèce, je me souviens, je suis rentré dans Monsieur et ma musique ce soir-là est partie. Mais alors. J'ai raté le truc, quoi. Je partais et je n'arrivais pas à me raccrocher. Et je sentais, c'était faux, c'était épouvantable. Mais épouvantable. Et je n'arrivais pas à me raccrocher. C'était une musique fausse. Et ça sortait et vous ne pouviez pas moduler. Et je n'y arrivais pas. J'étais pris dans un couloir. Et c'est Éric Ruff qui faisait Alphonse, qui était assis et qui normalement ne bougeait pas. Et qui l'a senti, merveilleux partenaire. Et il s'est juste penché en avant. Et ça m'a donné le temps d'arrêt qui m'a permis de reprendre un peu... un peu droit. Oui, de reprendre le texte, de le ressaisir. Merci beaucoup, Guillaume Gallienne. On est déjà arrivé à la fin de cette émission. On peut donc vous voir. Mais merci à vous. On peut donc vous voir dans Le Malade imaginaire. C'est au Théâtre des Champs-Élysées. C'est jusqu'au 7 janvier. On n'en a pas du tout parlé alors que j'avais quand même quelques questions à ce sujet. Mais on peut aussi vous voir aujourd'hui dans le film de Vincent Pérez, Une affaire d'honneur. C'est avec Doria Tillier et Roche Dizem. Et enfin, Damien Bonnard. Et Damien Bonnard, excellent. Merveilleux. C'est vrai. Oui. Et on pourra aussi voir votre mise en scène de Pulcinella. Pulcinella de Stravinsky et l'heure espagnole de Ravel, absolument. Qui sera à partir du 9 mars à l'Opéra Comique. Oui. Et justement, pour finir, Guillaume Gallienne, vous avez le choix entre écouter 2 musiques d'opéra que vous avez mis en scène, soit La Cenerentola de Rossini, soit Pulcinella de Stravinsky. Allez, Pulcinella. Merci à vous, Guillaume Gallienne. Merci Géraldine, merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Anaïs Isbert, Zora Vignier, Manon de la Salle, Théa Corler, Marie Soisic-Fraboulet et Lise Ripoche. À la réalisation, Félicie Faugère. Prise de son, Alex Dang. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission, les Midis de Culture, et sur l'application Radio France.